Ben, il y a plus d'un auditeur qui va être content, et surtout les auditrices, puisqu'aujourd'hui, on a le phare de la pensée économique qui est avec nous, Frédéric Lordon. Ça démarre Bonjour. très bien. Bonjour. Frédéric Lordon, que vous connaissez, cher ZAIMG, auditeurs modestes et géniaux et génial. Frédéric Lordon vient avec une idée assez forte qui va ruiner pas mal de monde, qui va mettre beaucoup de gens à la rue et à la porte de leur entreprise, c'est de fermer la bourse. Frédéric Lordon a décidé d'en finir avec la bourse, mais pas un petit peu, pas symboliquement, de fermer littéralement les bourses. Voilà pourquoi il est avec nous, il va nous expliquer ça pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Et il commence, le Frédéric Lordon, par nous rappeler que nous sommes sortis de cette crise, n'est-ce pas ? Quelle crise ? La crise, quelle crise ? C'est terminé. Et sauf que ça nous a coûté un tout petit peu cher. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, eh bien, cette crise nous a coûté 11 400 milliards de dollars. Voilà, c'est les sommes qui sont mobilisées pour ce sauvetage. Alors, première question, où en sommes-nous de la crise et pourquoi vous voulez absolument fermer la bourse? Oui, fermer la bourse. C'est deux questions un peu différentes. Parce que précisément, ce que je voulais faire dans cet article, c'est après avoir beaucoup parlé de la crise financière, c'est distinguer deux formes de finances que la plupart du temps on confond. Alors c'est une distinction qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin qui a quelques propriétés analytiques rustiques. En gros, on pourrait dire, il y a la finance des marchés. Alors l'appellation n'est pas très finaude, mais on va s'en contenter pour commencer. La finance des marchés, c'est celle qui, en première approximation, et je souligne 3 fois cette clause de première approximation, évolue loin de chez nous. Elle est dans des sphères absconses et éthérées. C'est vraiment les marchés de dérivés de crédit, etc. C'est très lointain. Ça n'a que peu de rapport avec l'économie réelle, sauf que, évidemment, ça a toujours des rapports à un moment ou à un autre. D'abord parce que la finance autonome, ça n'existe pas, que la finance entretient toujours des relations d'une manière ou d'une autre avec l'économie productive, et que la plupart du temps, en tout cas s'agissant de cette première finance dont je parle, ces relations, on les voit revenir au galop lorsque la bulle éclate et que le choc financier se transmet à l'économie réelle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le canal du crédit, c'est-à-dire les banques ont perdu leur liquette et pour se refaire une santé, elles ne trouvent rien de mieux à faire que de fermer le robinet du crédit alors autant qu'elles le peuvent, et évidemment ça asphyxie la totalité de l'économie, ça a menacé de la déstabiliser, etc. Donc c'est la pétaudière dans laquelle nous sommes actuellement et de laquelle nous ne sommes pas prêts de sortir avant un sacré moment. Et puis il y a une autre finance, alors qui est vraiment différente en nature, qui est la finance actionnariale. Parce que autant la première finance évolue alors dans des sphères tout à fait éloignées, autant la seconde, la finance actionnariale, elle vit sur la bête à l'année. Je veux dire, elle est sur le dos des entreprises par construction, puisque c'est la finance qui manipule ces titres financiers qu'on appelle des actions, qui sont représentatifs des droits de propriété sur les moyens de production. Donc là, on ne peut pas être plus au contact des entreprises que cette finance-là. Donc il fallait faire la différence entre ces deux finances, et la question que vous avez commencé par me poser concerne la première plutôt que l'autre. Donc c'est la question de la crise, le sauvetage, combien ça coûte, etc., etc. Alors ça, c'est une affaire où il faut faire le tri entre les satisfecit un peu empressés, la mauvaise et la bonne foi, etc. C'est une affaire un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît, parce qu'on annonce des sommes extravagantes qui totaliseraient le montant de la douloureuse pour venir au sauvetage de la finance. Et en fait, d'un autre côté, on voit les gouvernements qui se félicitent de ce que le sauvetage en question n'aura rien coûté aux contribuables, parfois même, dixit les ministres, rapporter un peu d'argent. C'est vrai ou pas ça? Eh bien oui, c'est vrai. Que ça rapportait de l'argent? Eh oui, c'est vrai. Alors c'est ça qui est extraordinaire, mais c'est vrai à condition de faire une précision ultérieure qui va venir dans un instant. Si l'on comprend le sauvetage de la finance en son sens le plus restrictif, c'est-à-dire l'argent qu'il a fallu apporter au système bancaire lui-même pour le tirer de sa panade, la proposition est exacte. Pourquoi? Parce que cet argent a pris plusieurs formes. Il a pris la forme de garanties, mais les garanties, c'était des sommes qui étaient mobilisées mais non tirées. Elles auraient joué si les pertes s'étaient accrues, mais les marchés financiers ont repris, sont étincelants. Donc tout va bien, les garanties n'ont pas eu à jouer. Et les montants principaux des enveloppes de sauvetage de la finance étaient essentiellement sous forme de garanties. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième levier de l'action publique pour le sauvetage de la finance, des prêts. Mais il est vrai que dans le cas français, par exemple, ces prêts ont été consentis par l'État à un tarif qui est à 400 points de base au-dessus du coût de ses propres ressources. Les banques ont remboursé. L'État a fait sa petite marge là-dessus. Et donc, il a gagné un petit peu d'argent.
Et puis, il y a une troisième source de financement mobilisé pour le sauvetage des banques, ça a été des prises de participation, mais celles-ci, finalement, elles ont été d'un montant relativement modeste. Dans le cas des États-Unis, où les prises de participation ont eu une échelle plus large, l'État a fini par les revendre, moyennant plus-value, et donc là aussi, ça en est plutôt bien tiré. Aux États-Unis, la réduction de la facture du sauvetage des banques est très, très impressionnante. On partait sur une base de 700 milliards de dollars à l'automne 2008. Oui. On s'aperçoit qu'au début 2010, la facture s'est réduite à 100 milliards de dollars, que probablement l'administration Obama va éponger à l'aide d'une taxe adéquate levée sur les banques pour une période de 10 ans. Donc, en effet, considéré dans sa variante la plus restrictive, le sauvetage de la finance n'a pas coûté grand-chose aux deniers publics. Donc, la crise est terminée. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Parce que le sauvetage de l'économie, on va dire, s'étend au-delà de la seule circonscription du système financier et bancaire. Pourquoi est-ce que les budgets publics connaissent des déficits et des dettes aussi astronomiques ? Tout simplement parce qu'il a fallu mobiliser des sommes, et alors là, autrement considérables, pour soutenir l'économie. Ce qu'on dit moins souvent, d'ailleurs, après s'être félicité que le sauvetage des banques ne coûtait rien ou presque, ce qu'on dit moins souvent, c'est que le sauvetage de l'économie est le deuxième sauvetage des banques, en quelque sorte. Parce que si on n'avait pas soutenu la conjoncture comme on le fait, et c'est ça qui fait véritablement l'explosion des dettes et des déficits, les banques auraient fait face à des torrents de mauvaises dettes tels qu'elles y auraient trouvé une deuxième occasion de trépasser. Bon, donc ça, c'est un sauvetage caché des banques, et celui-là, alors là, par contre, il coûte des sommes absolument faramineuses. Et il n'y a qu'à voir l'alarme qui règne de nouveau sur les marchés financiers au motif que les États sont désormais dans des situations de déficit et d'endettement qui sont insoutenables. Simplement, faudrait-il rappeler que ces déficits et ces dettes n'ont été consentis que pour éponger les petits dégâts de la finance privée. Voilà. Donc, on a un processus par lequel la crise de finances privées est en train de muter en une crise de finances publiques. Et pour cause,